Chapitre 3. Qui sont les manipulateurs? À ma connaissance, je suis la seule auteure à soutenir cette thèse, mais je suis néanmoins persuadée d'avoir raison. En toute modestie, bien sûr. Sur ce coup-là, je me sens un peu comme Copernic quand il a développé la théorie de l'héliocentrisme. Son postulat a remis le Soleil au centre de l'univers et a permis au calcul de trajectoire des planètes de devenir aussi simple que cohérent. Je ne serai sans doute jamais aussi célèbre que Copernic et j'espère bien ne pas susciter d'aussi vives controverses, mais ma théorie personnelle à propos des manipulateurs redonne une telle cohérence à leurs agissements que je ne peux m'empêcher de penser que j'ai bien cerné le cœur du problème. Grâce à ma théorie, tout ce qui paraissait incompréhensible, illogique et absurde reprend sens. Morveux, chenapan ou garnement. Pour moi, un manipulateur, c'est une personne qui a l'apparence d'un adulte, les responsabilités d'un adulte, la vie d'un adulte, le permis de conduire d'un adulte, hélas, mais qui à un moment de son développement mental s'est figé dans une immaturité qui s'est ensuite fossilisée. Mystifié par son apparence, vous croyez vous adresser à une personne adulte, mais en fait, vous avez en face de vous un vieil enfant, bête, méchant, buté, mal élevé, de 7 ou 8 ans, parfois plus, parfois moins. Je pense que placé dans des situations ingérables pour un enfant, le manipulateur a dû, à un moment de son enfance, bloquer sa pensée et passer en mode survie. Il a fait en sorte de ne plus ressentir ses émotions pour ne plus souffrir. Plus de culpabilité, plus de chagrin. Mais de ce fait, plus d'empathie, ni de joie de vivre. Il a appris à ses dépens qu'être méchant, c'est être puissant, et que la gentillesse n'est que de la faiblesse. La loi du plus fort, telle qu'elle existe encore dans la cour de récréation, est devenue sa seule doctrine. Écraser ou être écrasé. Le manipulateur est un enfant effrayé et haineux, en guerre contre le monde entier. Figé dans sa toute-puissance infantile, il combat la toute-puissance parentale supposée de son environnement, c'est-à-dire qu'il règle avec vous les problèmes qu'il n'a pas réglés avec ses parents. Vous voyez, je me suis beaucoup éloignée de la théorie d'une personnalité supérieure, intelligente, diabolique et calculatrice. Oui, il est narcissique, paranoïaque, haineux, sournois et malveillant, mais il a aussi l'intelligence et la naïveté d'un gamin. Je suis une des rares auteurs à soutenir qu'un manipulateur n'est pas intelligent. Au contraire, il est très bête. Beaucoup de clients me l'ont confirmé une fois qu'ils ont réussi à le cadrer. C'est notre méconnaissance du phénomène qui lui laisse l'espace d'être aussi nuisible. Le déni, l'indifférence et la lâcheté ambiante à ce sujet me semblent parfois même confinés à la complaisance. Si le manipulateur était recadré avec fermeté, notamment par la justice, la maîtresse d'école pour lui, il n'aurait pas autant d'espace de nuire. Je pense qu'autrefois, dans les tribus et dans les villages, les manipulateurs se tenaient davantage à carreau, parce qu'ils vivaient sous le regard de leur père et parce que la bonne conduite était très codifiée. Déroger aux règles de politesse aurait été très malvenu. Ce qui aggrave aujourd'hui leur pouvoir de nuisance, c'est la déliquescence de l'éducation. On oublie d'apprendre aux enfants à dire bonjour, merci, pardon, et bien qu'on se plaigne de l'incivilité ambiante, on la tolère et on la pratique sans vergogne. Les déviances des manipulateurs se diluent dans cette impolitesse générale. Du reste, quand un manipulateur s'est fait repérer, il fuit. Il change de cercle de connaissances, de région ou même de pays. J'ai pu constater qu'un groupe humain vraiment sain ne laisse aucun espace de nuisance au manipulateur. Il l'oblige à adopter des comportements civiques malgré lui ou le fait fuir ventre à terre. Ainsi, pour moi, le manipulateur n'est qu'un morveux. Il est simplement resté le même depuis l'école primaire. Si l'on accepte ce postulat, son comportement devient complètement logique. Même pas vrai. Il ment, il se contredit et il est d'une mauvaise foi hallucinante pour qui ne connaît pas les mécanismes de la pensée magique infantile où il suffit d'affirmer les choses avec force pour que ce soit vrai. C'est celui qui l'a dit qu'il est. Ces mécanismes de projection ne sont pas plus sophistiqués que ça. La meilleure défense, c'est l'attaque. Accuser l'autre de tout ce que l'on lui fait permet de lui couper l'herbe sous les pieds. Tout chenapan qui se respecte, c'est cela depuis la grande section de matériel. Tu vas voir ta gueule à la récré. Voilà la substance de ses intimidations et de ses représailles. Quand il devient violent, c'est parce qu'il règle encore ses comptes comme dans la cour de récré, où presque tous les adultes trouvent normal que les enfants se battent.
Vous l'avez souvent trouvé immature et irresponsable, mais vous n'avez pas réalisé qu'il l'était vraiment. C'est pourtant ce qui le rend dangereux. C'est juste un garnement sans surveillance et sans limite. Il faut vraiment être inconscient pour dégonfler les pneus de la voiture de sa femme. On me raconte depuis 24 ans toutes les représailles minables et dangereuses dont ils sont capables. Elles font froid dans le dos. Un manipulateur passif-agressif et qui adore fabriquer des pièges contre les zombies peut avoir une redoutable créativité pour vous mettre en danger. Cette immaturité se retrouve dans tous les domaines. L'argent, qui est juste son argent de poche, la sécurité, l'hygiène, la politesse, le respect des règles et des lois. Pour lui, faire des affaires, c'est jouer au Monopoly. Le reste est à l'avenant. Il change sans cesse les règles du jeu, comme le mauvais joueur et le tricheur qu'il est. S'il vous le laissez faire, il n'a aucune limite. Sexuellement aussi, il est très immature. Ses partenaires me racontent. La sexualité avec lui est souvent déviante, parfois traumatisante. Ce qu'il propose peut être très excitant pour le moment, mais laisse un sentiment de malaise a posteriori. Son manque de chaleur, de tendresse et d'empathie vous rappelle qu'il, lui, ne joue qu'à douche pipi. Quand je propose cette théorie de l'immaturité à mes clients, la réaction est instantanée. Oh oui, j'ai fréquemment pensé qu'il ou elle avait des réactions de gamin. Mon fils de 8 ans est plus mûr que lui. Je lui dis souvent qu'on n'est plus dans une cour d'école. Sur le moment, tout s'éclaire. Bon sang, mais c'est bien sûr. Mais la prise de conscience est généralement de courte durée. Mystifiées par le physique d'adulte de leurs manipulateurs, beaucoup de victimes oublient à qui elles ont affaire et retombent dans le travers d'essayer de faire comprendre la situation à quelqu'un qui la connaît très bien et qui s'en fiche. Je dois leur rappeler régulièrement qu'elles ont un gamin devant elles. Elles percutent à nouveau, puis elles retombent dans l'illusion d'avoir affaire à un adulte raisonnable. C'est tellement incroyable que ce vieil enfant ait réussi à naviguer dans ce monde d'adultes sans se faire attraper. Les personnes qui ont définitivement intégré cette donnée de l'immaturité ne sont plus jamais retombées dans le piège de la manipulation. Elles me le disent, ce sont vraiment des gamins, je les vois venir de loin maintenant avec leurs petites manigances. Ils ne me font plus peur, c'est même moi qui leur fais peur. Une pensée résumable en 3 phrases. Maintenant que vous savez à quel point ils sont immatures, vous pouvez comprendre que tous les actes et toutes les paroles d'un manipulateur peuvent être classés dans 3 dossiers qui pourraient s'intituler « Cause toujours »,« Ça te fera les pieds » ou « Rendors-toi ». C'est vraiment le fond de sa pensée qui peut être ainsi résumé. Cause toujours. Les victimes passent des heures et des heures à discuter, expliquer, justifier, analyser, questionner, pour rien. Dans Divorcer d'un manipulateur, les lecteurs ont apprécié mon expression des hectolitres de salive utilisés en vain dans l'espoir de se faire comprendre. J'invite les victimes à comptabiliser les heures passées en discussion stérile. Je lui ai dit 100 fois, il ne m'écoute pas, il n'arrive pas à comprendre. Pourtant, il n'est ni sourd ni idiot. Alors, quelle est l'explication ? Il s'en fout. Bla bla bla. Pense votre manipulateur pendant votre baratin pour un sermon. Tout en faisant mine de vous écouter d'un air contrit, il pense cause toujours et n'en fera qu'à sa tête. Alors, comme le dit le proverbe africain, si la personne à qui tu parles ne t'écoute pas, tais-toi. Vous gagnerez du temps et de l'énergie. Ça te fera les pieds. La preuve que votre manipulateur n'est ni sourd ni idiot, c'est qu'il saura parfaitement utiliser tout ce que vous lui avez dit pour vous faire enrager. Encore faut-il que vous acceptiez de vous en rendre compte. Bizarrement, depuis que vous êtes plainte qu'il rentre trop tard du travail, il rentre encore plus tard. Une de mes clientes m'a dit « Oh, mon mari est vraiment distrait. Je lui ai dit « Je sors le chien, je ne prends pas les clés. » J'enchaîne. Et quand vous êtes rentré, il avait fermé la maison à clé, il était parti sans emmener son téléphone portable. « Comment vous le savez ?» s'étonne ma cliente. « Parce qu'il l'a fait exprès. » Ça m'a effleuré l'esprit, dit-elle. Tiens donc. C'est justement parce qu'il a bien entendu le message qu'elle a trouvé porte close en rentrant. Le manipulateur est un garnement qui adore vous faire perdre patience. Relisez le passage sur la ficelle intimidation. Ce que j'écris prend un sens plus évident quand on relit cette malveillance à l'immaturité. Il casse, salit, abîme, perd, parce qu'il adore casser, salir, abîmer et surtout vous provoquer. Les représailles peuvent intervenir parce que vous l'avez contrarié. Dans ce cas, c'est de la vengeance pure ou du dressage. Un manipulateur trouvera toujours légitime de vous punir. Mais ne supportant pas la joie de vivre et la décontraction, votre morveux peut aussi vouloir saccager votre bonne humeur et votre insouciance. Il vous faut écrabouiller ce sourire imbécile sur le visage.
Faites le test. Soyez simplement de bonne humeur et chantonnez. Les représailles ne tarderont pas. Enfin, comme dans la cour de récré, le manipulateur peut vous tarabuster par désœuvrement, tout comme il asticotait le chat du concierge de l'école quand il s'ennuyait. Rendors-toi. Quand il est vraiment allé trop loin, quand il sent que ça va barder, quand vous risquez de voir qui il est derrière son masque et surtout quand vous êtes sur le point de rompre la relation, il redevient subitement adorable. Ne vous y trompez pas, il se contente de dire « Pousse, je ne joue plus ». Si vous aviez assez de recul, vous vous rendriez compte qu'il vous a parfaitement entendu et compris lors de ces longues heures de palabres, puisqu'il se comporte enfin comme vous le lui demandez vainement depuis des mois, voire depuis des années. Mais vous préférez croire qu'il a enfin compris et qu'il va enfin changer. Ce ne sera pourtant que temporaire. Dès que vous vous serez rendormi, il repassera en mode « cause toujours ». La phase rendors-toi est particulièrement dangereuse pour vous. Tout ce que vous lui aurez confié de vous intimement dans ces moments où il vous a endormi vous reviendra en boomerang, comme autant de pierres dans la figure. Je ne vous apprends rien car vous l'expérimentez chaque fois. Pire, pendant qu'il vous anesthésie, il se dépêche de vous faire poser des actes engageants, donc piégeants à long terme. Entendons-nous bien. Piégeant et engageant uniquement pour vous, car lui ne se sent jamais engagé. Il devient donc brusquement urgent de réserver les vacances de l'été prochain et de verser des arts, de changer de voiture et de prendre un crédit, d'acheter un bien immobilier tous les deux, et même s'il le faut, il deviendra urgent de se marier ou de faire un enfant. Il vous suppliera, il vous harcèlera jusqu'à ce que vous cédiez. Dans ma pratique, la phase rendors-toi excède rarement 15 jours. C'est pourquoi si mes clients arrivent à tenir bon au-delà des 15 jours, en général, ils ne se rendorment plus car ils ont complètement démystifié le processus. Mais hors coaching, détestant les conflits, voulant croire à la bonne volonté du manipulateur, les victimes ne demandent qu'à se rendormir dans une fausse harmonie. L'accalmie sera pourtant de courte durée. Dès que vous serez à nouveau suffisamment piégé, votre manipulateur tombera à nouveau le masque. Il a eu peur de vous perdre, alors il cherchera à renforcer votre soumission et vous fera payer votre rébellion. Il n'y a aucun affect dans sa possessivité. Il a pour vous l'amour d'un chat pour sa souris ou celui d'un client pour une conciergerie gratuite. Avec le temps, en phase rendors-toi, le manipulateur ne cherche même plus à être gentil. Il se contente d'être calme et de proférer quelques vagues promesses de changement auxquelles plus personne ne croit vraiment. Je vous l'assure, tous les agissements d'un manipulateur entrent dans ces trois concepts. Faites-en l'expérience. En repensant à tout ce qui s'est produit depuis que vous le fréquentez, je suis sûre que vous pouvez tout dispatcher dans ces trois dossiers, mais qu'il n'y aura pas de quatrième dossier. Tout dépend de l'âge mental. Vous avez lu ou entendu diverses appellations du phénomène. Manipulateur, manipulateur destructeur, pervers narcissique, sociopathe, psychopathe. Comment faire la différence entre les uns et les autres ? Fidèle à ma théorie de l'immaturité, je dirais que tout dépend simplement de l'âge mental de votre manipulateur. À quel âge a-t-il bloqué sa croissance psychologique ? S'il est assez vieux, il sera relativement vivable. S'il est très jeune, il sera très dangereux. Pour moi, les manipulateurs les plus âgés ont 12 ans d'âge mental. Il me semble qu'au-delà de 12 ans, l'enfant a passé le cap critique et fini de grandir. Les manipulateurs de 12 ans sont les moins pénibles parce qu'ils ont un début de conscience et de responsabilisation et que l'on peut encore les raisonner un petit peu. Leurs victimes les prennent souvent pour des ados attardés. Pourtant, ils n'en ont même pas l'âge. Mais un gamin mal cadré qui revendique de ne faire que ce qu'il veut peut facilement passer pour un ado en crise. Dans ma pratique, en général, j'ai plutôt affaire à des victimes aux prises avec un morveux ou une peste de 7 ou 8 ans. Les manipulateurs de cet âge-là sont déjà des gens très difficiles à vivre. Vous pouvez en croire le témoignage de leurs victimes, que ce soit en famille ou en entreprise. Que penser d'une chef comptable qui vous pique vos lunettes pendant que vous êtes aux toilettes ? Ou d'un mari qui enduit la semelle du fer à repasser d'encre rouge ? Ces représailles signent leur âge mental. Les parents manipulateurs sont jaloux de leurs propres enfants et se placent en compétition avec eux. Ils ne supportent pas d'être dépassés par leurs enfants. On ne double pas. C'est moi devant. Quand l'un des enfants, en général l'aîné ou le petit dernier, atteint l'âge mental de son parent manipulateur, cela le rend infernal. Un déluge de hurlements, de coups et de vexations s'abat sur l'enfant. À ce moment-là, et à cause de cela, le conjoint victime enclenche le divorce. C'est d'ailleurs un des moyens que j'utilise pour cerner l'âge mental d'un manipulateur. Par exemple, si votre aîné a 8 ans au moment du divorce, il est probable que votre conjoint n'en ait que 7.
Les cas les plus graves sont ceux où les manipulateurs ont été bloqués très tôt dans leur croissance mentale, 4-5 ans. Ils sont à l'âge du caca-prout. Quand la libido s'organise autour de la zone érogène anale, on parle du stade anal sadique. C'est le point d'ancrage du sadomasochisme. Les blagues scatologiques le font s'étouffer de rire. Ils ont un vif intérêt pour l'anus et ses fonctions. L'hygiène et la propreté ne sont pas acquises. Ils sont sales et salissent par plaisir. Avec beaucoup de gêne, certaines victimes m'ont raconté que leur manipulateur adorait mettre du caca partout sur la lunette des WC, sur les draps du lit, sur les serviettes de toilette qui ne se lavaient pas, ne se brossaient jamais les dents. Ce n'est pas un monopole masculin, pardon. Les hommes victimes m'ont raconté que leur compagne manipulatrice n'appréciait que la sodomie ou qu'en période de règles, elle mettait du sang partout dans la maison. C'est aussi l'âge où les enfants adorent faire bouffer des crottes de lapin à leurs petits frères. C'est donc l'âge où ils risquent aussi d'être des empoisonneurs. J'ai parfois dû inciter mes clients à surveiller leurs verres et leurs assiettes en présence de leurs manipulateurs. Lorsqu'ils sont restés bloqués à cet âge-là, leur cruauté est du sadisme pur et se combine au niveau d'inconscience et d'irresponsabilité d'un enfant de 4 ans. C'est ce qui les rend extrêmement dangereuses. Quand je détecte un manipulateur aussi jeune, je me fais beaucoup de soucis pour sa victime, car je sais qu'elle est réellement en danger de mort. Alors, psychopathe ou pas, quel que soit leur âge mental, les manipulateurs ont en commun les caractéristiques attribuées ordinairement aux psychopathes. L'indifférence froide, l'irresponsabilité, la difficulté de maintenir une relation avec autrui, l'intolérance à la frustration, l'absence de culpabilité, la tendance à blâmer autrui et une forte irritabilité accompagnée de passages à l'acte fréquents, actions violentes et impulsives. Pour moi, la seule différence est que plus ils sont jeunes, moins ils arrivent à le cacher. Ensuite, tout dépend de la capacité de leur victime à accepter d'affronter cette réalité. Les raisons de leur fossilisation mentale. En psychologie, on dit que la psychopathie est structurelle et de naissance, et que la perversion est acquise dans l'enfance. Il est difficile d'avoir une explication exacte et objective des choses, car les manipulateurs mentent, réécrivent l'histoire en omettant ce qui les desservirait et en se donnant toujours le beau rôle de la pauvre victime. Dans ma pratique, cela a pu être vérifié par leurs victimes. Certains ont réellement vécu des drames émotionnellement traumatisants aux âges où ils semblent s'être figés, mais ce n'est pas toujours le cas. Plusieurs auteurs avancent la thèse de l'inceste pour expliquer la perversion narcissique. Je pense qu'ils ont complètement raison, mais l'idée de l'inceste est instinctivement rejetée par la plupart des gens. Ce réflexe de blocage s'explique facilement. Si vous parlez d'inceste à une personne qui a elle-même vécu l'inceste ou les abus sexuels, cela risque de réveiller des souvenirs auxquels elle n'est pas prête à faire face. Les mécanismes de défense et de déni vont s'activer. Si la personne à qui vous parlez d'inceste n'a jamais vécu d'abus sexuels, alors pour elle c'est inconcevable. Essayez d'imaginer ces choses-là remplies d'horreur et active également des mécanismes de défense contre cette abomination. C'est sans doute pour cela que les abus sexuels sur enfants sont un des plus grands tabous de la société. Qu'il l'ait vécu ou pas, peu de gens sont capables de faire face à cette horreur. Déjà en son temps, il semble que Freud ait préféré créer la théorie du complexe d'Œdipe plutôt que d'affronter l'ampleur révoltante du phénomène. Parfois, les informations annoncent le démantèlement d'un réseau pédophile. Les chiffres donnent le vertige. 100 personnes interpellées, 6000 vidéos saisies, 50 enfants libérés. L'expression consacrée est vaste. Coup de filet. Qui, où, dans quel milieu, on ne le saura pas. L'info retombe vite à plat, comme si tout le monde s'en fichait. Actuellement, l'ampleur des agissements pédophiles de l'Église catholique est en train d'émerger. En parallèle, des immondes comportements des prêtres impliqués, on découvre aussi toute l'ambiguïté de leur hiérarchie à ce sujet. Elle savait, mais elle a préféré étouffer les affaires et couvrir les coupables. Cela choque enfin le public. Pourtant, l'attitude des évêques est identique à celle des familles d'enfants abusés. Dans ces familles incestées aussi, on règle le problème en étouffant les affaires et en couvrant les coupables. Quand les abus sexuels sont intrafamiliaux, la difficulté à y faire face est démultipliée. L'inceste n'existe pas. À Genève, en mars 2003, la Commission des droits de l'homme a épinglé la France pour la gravité des dénis de justice concernant les enfants victimes de sévices sexuels et incestueux. Dans son rapport à l'ONU,
Monsieur Jean-Miguel Petit indiquait qu'en France, de nombreuses personnes ayant une responsabilité dans la protection des droits de l'enfant, en particulier dans le système judiciaire, continuent de nier l'existence de l'ampleur du phénomène. Depuis, rien n'a bougé. J'ai remarqué que l'on trouve toujours un adulte pervers et très probablement incestueux dans l'entourage du manipulateur. En général, il s'agit du parent du sexe opposé. Les clients me le confirment. Le manipulateur et sa mère, ou la manipulatrice et son père, forment un couple étrange, effectivement teinté d'incestuel, un binôme malsain, proche de l'association de malfaiteurs. Certains manipulateurs vont jusqu'à confier à leurs conjoints les abus dont ils ont fait l'objet dans l'enfance avant de se rétracter et de nier farouchement. Parfois, le couple incestueux est un duo mère-fille ou père-fils, parfois même frère et sœur. Plus rarement, c'est une tante ou un grand-parent qui compose la seconde moitié du tandem. Cette relation semble avoir la force d'attraction du vide. La belle-mère est tyrannique mais creuse et indifférente. Son fils manipulateur est soumis et aimant en apparence, mais passif-agressif en sous-main. L'aspect incestueux émerge à la naissance des enfants. La belle-mère ou le beau-père prend très mal l'annonce de la grossesse, puis s'approprie l'enfant comme si c'était le sien. Les victimes me confient l'intuition étrange d'avoir été un instrument dans ce couple infernal, pour permettre au fils de faire un enfant à sa mère, ou à la fille de faire un enfant à son père, et que penser de ce manipulateur inséparable de sa sœur, qui a divorcé avant la naissance du bébé et qui en voulait la garde exclusive pour le confier à sa sœur, présente à chaque droit de visite. L'inceste concernerait 10% des familles et les manipulateurs ne représentent que 2 à 4% de la population. Cela veut dire que si l'abus sexuel est un élément important de la problématique, il ne suffit pas en soi pour créer un pervers narcissique. J'ai remarqué que le manipulateur a eu un statut particulier dans son enfance. Il semble avoir été désigné par le parent pervers pour reprendre le flambeau. Les autres enfants ont été utilisés avec mépris et sont simplement devenus manipulables. Les parents pervers adule cet enfant élu, mais le chosifie simultanément. Il en fait son bras armé pour harceler les autres. En guise d'amour, il cautionne ses déviances et lui transmet son savoir-faire autant que ses valeurs infectent sur la loi du plus fort. Devenu complice des déviances et de la cruauté de son parent, l'enfant futur pervers a un statut aliénant faussement enviable. C'est un privilège encombrant que d'être le complice préféré d'un pervers. L'enfant doit se protéger émotionnellement. Il ne faut avoir aucun affect pour tenir le coup et pour gérer toute cette méchanceté. Alors, à un âge donné, le fusible d'humanité grille. Le manipulateur n'aura plus jamais d'empathie pour personne. L'expression des émotions des autres attisera son mépris et sa haine. Si vous pleurez, vous êtes bête et faible, et c'est bien fait pour vous. Quand il sera devenu manipulateur à son tour, l'enfant n'aura plus à sa disposition que 3 émotions. Une joie mauvaise et triomphante quand il est le plus fort, de la rage quand il perd et un auto-apitoiement surjoué pour éviter les châtiments. Le tout sur un fond d'angoisse et de paranoïa aiguë. Un manipulateur est sincèrement persuadé que le monde est dangereux pour les naïfs. J'ai hésité à écrire ce paragraphe expliquant pourquoi les manipulateurs sont ce qu'ils sont, car je veux justement vous sortir de ce travers qui consiste à le plaindre et à lui donner la place de victime à la place de ses victimes. Vous pouvez plaindre l'enfant qu'il était, mais sûrement pas l'adulte qu'il est devenu. Du reste, au stade où ils en sont, les plaindre revient à cautionner leur déviance et à alimenter leur toute-puissance. Si vous voulez vraiment aider les manipulateurs et leur témoigner votre amour, cadrez-les. C'est de cela qu'ils ont besoin pour s'apaiser, mais c'est un boulot à plein temps et loin d'être de tout repos. Peuvent-ils changer ? Les manipulateurs peuvent-ils changer, me demande-t-on à chaque conférence. Mon non catégorique réjouit certains et scandalise les autres. Cet avis est pourtant purement factuel. Un manipulateur ne peut pas changer pour plusieurs raisons objectives. La première condition pour que quelqu'un change, c'est qu'il ressente lui-même le besoin de changer. Or, un manipulateur n'est pas demandeur de changement. Il est très fier et très content de ce qu'il est, même s'il joue les malheureux quand ça l'arrange. Écoutez-le se vanter de ses petites manigances mesquines. Il se croit très fort et très malin. Il étale triomphalement ses vengeances et ses traquenards. Il expose complaisamment sa philosophie de vie. Tout le monde est bête et faible sauf lui, à qui on ne la fait pas, car il a tout compris de la vie. Il faut écraser les autres, parce que personne ne vous fera de cadeaux, etc. En phase, rendors-toi, il jure qu'il a compris et il promet de changer. Mais ses victimes sont bien placées pour savoir qu'en guise de changement,
Il se contente de se tenir tranquille un moment. En moins de 2 semaines, il redevient égal à lui-même. 2. Le système de pensée d'un manipulateur est verrouillé face à l'autocritique. Or, on ne peut pas faire travailler quelqu'un sur lui-même s'il n'est pas capable de se remettre un tant soit peu en question. Là encore, il suffit de l'écouter parler. Rien n'est jamais de sa faute à lui. C'est toujours les autres qui ont commencé, et lui, il est pur et innocent. Il prétend n'agir qu'en réaction au comportement des autres. Lors d'une émission de radio sur Vivacité, un manipulateur est allé jusqu'à m'expliquer en direct qu'il était obligé de faire du mal à ses enfants pour punir sa femme d'être partie. Il n'en démordait pas, c'était de sa faute à elle. Il fallait bien qu'elle voie sur les enfants le mal qu'elle lui avait fait en divorçant. 3e raison. Le manipulateur vous a déjà dit 100 fois que les psys c'est pour les fous et qu'en plus en général, les psys sont plus fous que leurs patients. Vous savez donc ce qu'il pense de la thérapie. Il n'ira voir un psy que s'il y est obligé par la justice par exemple ou pour vous rendormir. Les obligations de soins décrétées par la justice me laissent dubitative. Je doute de leur efficacité. Comme un manipulateur ne sait que manipuler, il manipulera son psy avec ses ficelles habituelles. Il commencera par flatter le psy dont il a eu de si bons échos, ensuite il se victimisera se prétendant aux prises avec des gens tellement méchants, puis il se fera un plaisir d'inquiéter le psy en se disant au bout du rouleau et en suggérant qu'il pourrait se foutre en l'air. Et finalement, il accusera le psy de mal faire son boulot de thérapeute. Soit le psy est manipulable, et je vous assure que beaucoup le sont, et le manipulateur va jouer avec son psy comme un chat avec une souris, en jubilant intérieurement d'être aussi malin qu'un psy, soit le psy n'est pas manipulable, cela arrive aussi, mais moins souvent, et le manipulateur va se sentir en danger. Personne ne doit voir derrière son masque. À la première question dérangeante, il arrêtera les séances, posant à son psy un superbe lapin en cadeau d'adieu. Je suis un cas à part. D'abord, je ne suis pas psy. Ensuite, les manipulateurs savent qui je suis et ce que j'écris. Ils savent donc que je sais qui ils sont. Ils viennent me voir avec 2 objectifs principaux. 1. Essayer de me faire gober qu'ils sont eux-mêmes victimes d'une manipulation et essayer de m'extorquer une attestation ou des conseils pour piéger leur ex, notamment en justice. Ils repartent souvent bredouille, mais pas toujours. Il arrive que je ne le devine pas à la première séance. Il arrive aussi que j'ai un gros doute, mais je ne peux pas refuser mes conseils à quelqu'un qui a sollicité mon aide et payé sa séance. Je suis néanmoins devenue méfiante et je refuse maintenant d'établir des attestations à des gens que je n'ai vus qu'1 ou 2 fois, car en général, la 3e séance est révélatrice. 2. Rendormir maman. Dans ce cas, le manipulateur est envoyé par sa conjointe qui a lu mon livre, qui l'a reconnu à chaque page et qui l'a énergiquement sommé de changer sous peine d'être fichu à la porte. Il arrive en séance avec un air contrit, reconnaît franchement l'exactitude de ma description et me raconte complaisamment ses agissements. Derrière l'air faussement penaud, je vois briller sa prunelle de sale gosse. Enfin, quelqu'un qui sait, qui comprend, qui peut apprécier en connaisseur toutes ces petites ruses mesquines dont il est si fier, mais qu'il est obligé de cacher le reste du temps. Il sait que je ne le jugerai pas, je ne suis pas là pour ça. Je sens que c'est reposant pour lui de pouvoir tomber le masque sans risque dans mon bureau. Il n'a pas si souvent l'occasion d'être lui-même. Malheureusement, maman a mal lu le livre si elle croit que je peux le faire changer. Il va au contraire m'instrumentaliser. Il rentre de cette première séance dévasté, en larmes, théâtralement éploré, ayant réalisé tout le mal qu'il a fait à son compagne et que ça vient de sa terrible enfance. Puis il se tient tranquille pendant quelques jours. Maman se dit que décidément Madame Petit-Colin est très forte. À la 2e séance, pourtant, l'ambiance a déjà changé. Il est agacé d'avoir à revenir. Il me demande de façon assez directe des astuces pour berner maman un peu de frais. La question est textuellement: comment je peux lui faire comprendre, donc croire, que j'ai changé ? Je vois bien qu'il m'en veut, à cause de mon satané bouquin. Maman n'est plus si facile à manipuler. Elle ne s'est pas encore rendormie, alors il se venge. En rentrant, il insinue venimeusement que Madame Petit-Colin a trouvé que quand même elle exagérait et qu'elle était trop exigeante avec lui. Cette fois, c'est maman qui m'en veut. Elle se dit que la compétence de Madame Petit-Colin est vraiment surfaite. La 3e séance ne sera pas annulée, pas honorée, pas réglée. Tiens, ça te fera les pieds. Et je n'en entendrai plus parler. C'est la signature du manipulateur. 2 séances et un lapin. Vous aurez remarqué que cette fois, mon exemple est sexué. C'est parce que les manipulatrices n'ont pas besoin de faire semblant d'aller voir le psy. La mécanique masculine est plus simple. Pour endormir papa, un peu de sexe suffit.
Alors, maintenant que je vous ai expliqué sur quel fait objectif je base mon opinion, suis-je vraiment si gratuitement méchante de condamner ces pauvres manipulateurs en affirmant qu'ils ne veulent pas changer ? Pour moi, 2 à 4% d'irrécupérables, cela me paraît tout de même plus réaliste que du 100% soignable. Et je préfère consacrer mon énergie à 96% de la population. Mais libre à d'autres thérapeutes d'essayer de les guérir après tout. Il y a une autre raison pour laquelle je suis si péremptoire et un peu provocatrice sur ce sujet, je veux bien l'avouer. Tout le jeu du maintien de l'emprise repose sur l'espoir d'un changement prochain, imminent, mais toujours reporté. Renoncer à attendre ce miracle permet de sortir d'emprise. En conférence, je conclus. Donc, arrêtez de m'envoyer vos manipulateurs en séance, s'il vous plaît. Ils plombent mes statistiques de réussite et mon fond de la contre-publicité. Vous n'imaginez pas l'impact sur ma réputation quand un manipulateur raconte fièrement partout que je suis sa thérapeute. Dernière remarque, et pas des moindres, que j'entends systématiquement en conférence et très probablement soufflée par les manipulateurs eux-mêmes, nous sommes tous un peu manipulateurs. Alors, ma réponse sera la suivante. Si vous êtes calculateur, malveillant et immature, si vous utilisez les autres pour votre profit personnel et si vous prenez plaisir à les faire souffrir, alors oui, je vous le confirme, vous êtes bien manipulateur. Le « on est bien tous un peu » est une façon bien perverse de nier l'existence des problèmes. Dans le même ordre d'idées, les autistes commencent à s'entendre dire « Oh on est tous un peu autistes, non ?» Comment repérer un manipulateur ? À ce stade de votre lecture, vous commencez à avoir assez d'éléments pour repérer un manipulateur de loin. Mais pour lever définitivement le doute, voici quelques points à vérifier avant de vous engager. Tout va trop vite. Pressé de piéger sa proie, le manipulateur s'incruste dans la vie de sa future victime à la vitesse de l'éclair et lui extorque au plus tôt des actes engageants. Si vous avez l'impression que ça va trop vite, c'est que ça va trop vite. Il ne vous connaît que depuis des minutes, mais il vous tutoie d'autorité. Vous sortez ensemble depuis 15 jours, mais il veut déjà emménager chez vous. Difficile à moins d'être impoli de le remettre à sa place. Cela dit, lui n'a pas eu la politesse d'y rester. Vous ne serez pas plus impoli que lui en le recadrant. Un manipulateur est un prédateur. Il sait que son masque sympathique ne tiendra pas bien longtemps et qu'il doit faire vite s'il veut vous rattraper avant que vous ne découvriez qui il est. Parfois, rarement, l'histoire est différente. Le manipulateur est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais suffisamment peu pour ne pas deviner sa vraie nature. Un jour, il sent que c'est le bon moment parce que vous êtes fragilisé par les événements de votre vie. Alors il s'engouffre dans la faille et fait son nid dans votre besoin de compagnie et de réconfort. Ne confondez plus familiarité et chaleur humaine. La deuxième façon d'identifier un manipulateur, nous l'avons vu à propos de sa ficelle séduction, ne confondez plus familiarité et chaleur humaine. Le charme du manipulateur est factice, superficiel, exagéré, mais surtout envahissant et hypnotisant. Repérez le charme jeté par une sorcière ou par un enchanteur au sens maléfique du terme. Il est trop familier, il envahit votre espace vital, il vous regarde avec une insistance gênante, s'approche trop près de vous, vous touche. Attention, on s'est aperçu que les personnes touchées font plus facilement confiance car le contact physique fait sécréter de l'ocytocine, l'hormone de la tendresse et de l'attachement. Méfiez-vous des toucheurs, plotteurs, inadéquatement affectueux. Ne vous laissez pas toucher par des gens que vous ne connaissez pas ou vous risquez de leur accorder une confiance qu'ils ne méritent probablement pas. Ne vous laissez plus mystifier par l'assurance d'une personne. Le savant a lu plus de 10 000 ouvrages et il doute toujours. L'intégriste n'en a lu qu'un seul, mais il est persuadé de détenir la vérité. Cette petite phrase qui circule sur le net résume bien le problème. Les imbéciles sont pleins de certitudes, donc pleins d'assurance, alors que les gens intelligents sont emplis de doutes et manquent de confiance en eux. Or, une étude a démontré que nous avons tous tendance à faire spontanément confiance à quelqu'un qui se montre très sûr de lui. Donc, paradoxalement, nous accordons du crédit à un probable crétin. Le doute est un corollaire de l'intelligence. L'humilité aussi, car c'est justement une preuve d'intelligence que d'accepter de se remettre en question. Mais les gens qui pensent trop sont tellement inconfortables dans leurs doutes qu'ils envient et admirent ceux qui savent trancher. Ils sont aussi tellement indécis que ça les arrange que quelqu'un tranche à leur place. Comprenez-vous maintenant le danger qu'il y a à vouloir s'appuyer sur les certitudes d'autrui ?
La vantardise et le mépris de votre manipulateur sont assez faciles à repérer. C'est un gros crâneur. Il fait son autopromotion en toute occasion. Il a tout compris de la vie. Il sait tout sur tout. Il a tout vu. Il sait tout faire. En étant bien sûr le meilleur. Il méprise les autres. Les gens sont bêtes, nuls, naïfs, faibles, incapables. Il se moque facilement, y compris de vous, sous couvert de vous taquiner. Là, ce n'est plus le moment de douter. Fuyez. Vérifier la cohérence de vie. C'est notre boulot d'adulte de vérifier la cohérence et la crédibilité des gens avant de leur accorder notre confiance. On ne signe pas un chèque en blanc relationnel. Même si les manipulateurs sont complètement incohérents, il faut du temps pour s'en rendre compte, car le discours de façade semble logique, rationnel et structuré. C'est normal puisque ce sont des spécialistes des paroles creuses. C'est vous qui remplissez mentalement les cases et qui donnez le sens que vous voulez à leur charabia. C'est pour cela que ça vous paraît intelligent et cohérent. Voilà donc une raison de plus de ne jamais accepter d'aller trop vite. La cohérence doit être vérifiée entre les paroles et les actes. Ne vous laissez plus attraper par les oreilles comme les lapins. Jugez les gens sur leurs actes et sur les faits objectifs. Repérez le décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. J'invite souvent mes clients à effectuer la connexion entre ce qui est dit et la réalité factuelle. Mon mari est un excellent mari. Ok, ça se traduit comment dans des actes et dans les faits? Ce que tu es parle si fort que je n'entends plus ce que tu dis. Jacques Salomé. Vérifiez aussi la cohérence entre les paroles et les paroles. Les manipulateurs sont des menteurs pathologiques. Repérez leurs mensonges, leurs mauvaises foi et leurs contradictions. Repérez son côté profiteur. Les manipulateurs sont des parasites. Leur cupidité est maladive et leur avarice carrément obscène. Parfois, mais rarement, ils disposent d'assez d'argent pour acheter les gens avec des prodigalités déplacées et disproportionnées. Mais la plupart du temps, ils vivent à vos crochets et font des économies sur votre dos. L'un n'empêchant pas l'autre, d'ailleurs. Une mère se plaint dans mon bureau que son mari achète les enfants avec des ordinateurs, des smartphones dernier cri et des vêtements hors de prix. Vraiment, en les gâtant comme ça, il ne leur donne pas le sens de l'argent, râle-t-elle, sans réaliser que ce n'est pas mieux de son côté elle, puisqu'elle a renoncé à la pension alimentaire légale qu'il devrait lui payer. Les gens qui pensent trop ont un vrai problème avec l'argent. Ils se veulent profondément désintéressés et prétendent que les questions matérielles ne les intéressent absolument pas. Ils croient avoir une attitude noble en refusant de compter et en rajouteraient plutôt dans leur largesse dès qu'ils pensent être en face d'un radin, dans l'espoir de lui montrer le bon exemple. C'est un vrai problème, parce que ça laisse l'espace à tous les profiteurs d'abuser de ce fonctionnement. Il n'y a aucune noblesse à se laisser stupidement détrousser. Ce que je dis n'est pas gentil, mais j'espère bien provoquer chez vous une prise de conscience salutaire. Votre pseudo-désintéressement participe largement à votre non-protection et à votre angoisse de fond. Il justifie de surcroît le pillage organisé par les manipulateurs. Ils auraient bien tort de gêner. Vous avez vraiment intérêt à repérer très vite le côté profiteur des manipulateurs avant d'avoir gaspillé pour eux des sommes astronomiques. Le terme astronomique n'est pas exagéré. Bien qu'ils y rechignent, j'oblige souvent mes clients à faire le compte de tout ce qu'ils ont dépensé pour et à cause de leurs manipulateurs. Cela les met très mal à l'aise car le montant total ne peut pas être balayé d'un haussement d'épaule ou d'un c'est pas grave, leur leitmotiv. Ne soyez pas naïfs. Si votre manipulateur n'a trouvé aucune banque pour lui prêter la somme qu'il vous réclame, c'est qu'il y a forcément de bonnes raisons. Vous n'avez pas à servir de banque aux gens qui ne sont pas solvables et surtout qui n'ont aucune intention de rembourser leurs dettes. En 24 ans de pratique, je suis effarée par le montant des sommes que vous avez dilapidées dans des transactions plus que douteuses. Vous faites des prêts sans aucune garantie, pas un écrit. Vous me dites « Je suis embêtée, je lui ai prêté de l'argent, je peux pas le quitter. » Combien ? Combien ? 10 000 euros. Ah oui, quand même. Vous avez signé quelque chose ? Vous avez une preuve que c'est un prêt ? Ah ben non. Ah. Alors vous ne lui avez pas prêté 10 000 euros, vous lui avez donné 10 000 euros. Bonne nouvelle, vous n'avez plus à attendre qu'il vous rembourse pour le quitter. Vous haussez les épaules. S'il s'étouffe avec cet argent, je m'en fiche. C'est faux. Et je mets les pieds dans le plat. Ah oui ? Ne m'avez-vous pas dit tout à l'heure que vous ne pouviez pas financer le voyage scolaire de votre fils ? Cet argent que vous prétendez ne pas regretter en général, vous l'avez laissé voler à vos enfants, à votre foyer, à vous-même. Vous vous croyez généreux et au-dessus des contingences matérielles, mais vous êtes des vrais monsieur Jourdain. Relisez le passage dans Le bourgeois gentilhomme où Dorante se fait prêter de l'argent par Jourdain. Combien vous dois-je ? 15 800 livres.
Mettez encore 200 pistoles que vous m'allez donner. Cela fera justement 18 000 francs que je vous paierai au premier jour. Dans notre société, les adultes doivent s'assumer financièrement. Culturellement, c'est encore plus vrai pour les hommes. Si vous tombez sur quelqu'un qui est adulte et qui ne s'assume pas financièrement, allumez un clignotant dans votre tête. Il y a un problème avec cette personne. Et cessez de lui fournir des excuses bidons. Elle n'a pas eu de chance, il a été viré de son boulot, sa femme l'a plumé. Vous découvrirez un jour que depuis des années, ce manipulateur laisse dans son sillage des dettes colossales. Sur le sujet de l'argent, il faut vraiment faire face à votre problème avec réalisme et courage. Non, savoir compter et refuser de se laisser plumer, ce n'est pas être soi-même vil et intéressé. Ce n'est pas à la chance de veiller sur vous. Se comporter en adulte avec l'argent, en acceptant de compter et d'en gagner, vous ôtera beaucoup de vos angoisses existentielles. À la recherche des sentiments inhumains. À l'inverse de la plupart des gens, les manipulateurs ne ressentent aucune culpabilité, aucune compassion et se montrent glaciales dans les situations très chargées en humanité, maladies, décès, accidents, mais aussi dans les situations humainement positives comme les naissances ou les fêtes. Allergiques à la chaleur humaine, ils gâchent même délibérément tous les bons moments. C'est donc dans ces moments-là que l'on peut se rendre compte qu'il y a vraiment des cases vides au niveau de l'affect. Je peux vous donner des exemples, j'en ai plein. Premier exemple. À l'époque, on était déjà à 30 suicides chez France Télécom. 30 salariés s'étaient foutus en l'air pour cette maudite boîte. Devant les caméras et les micros des journalistes, Didier Lombard, le PDG, déclare agacé. Il faudrait en finir avec cette mode des suicides. Chez France Télécom, on se suicide pour être à la mode. L'inhumanité de ces propos était tellement inconcevable que les journalistes ont pensé à un dérapage provenant d'une personne bouleversée. Autre exemple, en 2005, Katrina, le pire ouragan qu'ait connu les États-Unis, a fait plus de 1800 morts, essentiellement à la Nouvelle-Orléans. Les réactions du gouvernement Bush ont été un festival d'inhumanité. Michael Brand, le responsable de l'agence pour les situations d'urgence, commente « Les habitants sont responsables de ce qui leur arrive. Le maire leur avait ordonné de quitter la ville. » La raison pour laquelle 30% de la population est restée sur place est qu'il s'agissait de pauvres qui ne possédaient pas de véhicules. Aucun transport en commun n'a été mis à la disposition de cette catégorie de la population. L'armée, appelée tardivement, ne portera pas secours à ces 300 000 survivants qui n'ont pas eu les moyens de quitter la ville. De son côté, Barbara Bush, la mère du président, prétendit que les populations réfugiées dans l'installation sportive, qui dès le lundi après-midi prenaient l'eau de toutes parts, étaient dans une situation plus confortable qu'elles ne l'étaient habituellement dans leur domicile. Lors des enterrements, les manipulateurs vous offrent un festival d'insanité. Un de mes clients enterre son père. Il est sonné par le chagrin. Dans le cortège, sa femme lui dit aigrement « Je te préviens, c'est pas mon père, alors je ne paierai rien pour l'enterrement. » C'est chic, c'est fin, c'est délicat. Autre enterrement cette fois, c'était une femme qui enterrait sa mère. À la sortie du cimetière, son mari monte dans le 4x4 en sifflotant. Il la regarde pleurer et demande étonné « Pourquoi tu fais la gueule ?» Même les situations humainement joyeuses, comme une naissance, vont générer des réactions totalement inhumaines. Une de mes clientes est en fin de grossesse. Son mari est en déplacement professionnel quand elle ressent les premières contractions. Elle appelle sa mère, comme on l'aurait toute fait dans un cas pareil. Sa mère est glaciale au téléphone. « Écoute, moi j'ai un rendez-vous chez le coiffeur. T'as qu'à prendre un taxi. » Ça paraît impossible qu'une mère réagisse ainsi. Sa fille essaiera de lui trouver des excuses. Émotionnellement, c'était trop fort pour elle, elle n'a pas pu gérer. La mère a mis 3 jours à venir voir son petit-fils à la maternité, mais elle a quand même glissé à l'oreille de sa fille « Tu diras à tout le monde que j'étais là pour ton accouchement ». Déjà quelques mois plus tôt, lorsque ma cliente lui avait annoncé toute fière et toute joyeuse qu'elle était enceinte, sa mère avait répondu sèchement « Tu me l'as déjà dit », ce qui était faux, bien sûr. Une autre cliente, annonçant aussi sa grossesse à sa mère, s'est entendue répondre « Ah bon ? Je croyais que t'allais plutôt m'annoncer ton divorce. » J'en aurais tellement d'autres à vous raconter. Je ne peux plus ne pas le savoir depuis le temps et au vu du nombre de situations qui m'ont été racontées. Les manipulateurs sont à 100% inhumains. La seule humanité qu'ils ont est celle que vous voulez bien leur prêter, avec votre gros cœur trop chaud, tout mou, qui veut voir des chatons partout et qui ne veut pas admettre que ces reptiles existent. Il faut que vous acceptiez de voir leur inhumanité, même si elle vous choque, parce que c'est à ce prix que vous serez définitivement libéré. Avez-vous le sentiment d'un piège ? Un manipulateur vous fait faire des choses que vous n'auriez pas faites de votre plein gré.
et inversement, vous fait renoncer à vos activités personnelles. Souvent, vous cédez pour faire plaisir ou parce qu'il insiste lourdement et que vous ne savez pas dire non. Puis vous céderez pour éviter le conflit. De renoncement en renoncement, vous vous éloignerez de votre centre et perdrez votre spontanéité et vos élans du cœur. Vous marcherez sur des œufs sur des sujets de plus en plus nombreux. Enfin, vous n'oserez plus être vous-même, ni dire ce que vous pensez librement par peur de ses réactions. Alors êtes-vous sûr de pouvoir être pleinement vous-même dans cette relation ? Confidence pour confidence. Si cette première partie ne vous a pas tout à fait convaincu, si vous voulez finir de comprendre et d'intégrer la mentalité du manipulateur, je vous invite à écouter en boucle le tube de Jean Schultes, Confidence pour confidence. La musique est tellement dansante qu'on en oublie la glaçante pertinence du texte. Pourtant, ces paroles résument parfaitement la pensée de votre manipulateur.